Alors que l'approche ressemble à l'Antelope Canyon de l'Utah, qui soit dit en passant est une merveille que je vous encourage tous à aller voir si vous en avez l'occasion un jour, en compagnie du Horseshoe Bend, aussi à proximité, nous sommes là-bas à quelques pas d'un des plus beaux sites antiques de la planète, beau mais tout aussi énigmatique. Bienvenue aujourd'hui à Petra. Petra, ce sont des tombes représentées comme d'immenses temples. Mais Petra n'a pas été construite. Tout comme l'ont été les grottes d'Ellora en Inde, dont je vous remets le lien de la vidéo dans la description si vous ne l'avez pas encore vu, Petra a été taillée directement dans la falaise de grès. Découvert en 1812 par le monde occidental grâce à l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt, le site de Petra est surtout réputé pour Chasneh, son temple le plus connu qui se révèle au sortir d'un canyon de près de 200 mètres de profondeur. Chasneh, cela signifie le trésor en arabe. L'intérieur est composé de 3 chambres qui sont chacune accessibles par la porte centrale. Nous sommes donc plus devant une façade qu'un temple à proprement parler. Ici, ne cherchez pas les inscriptions, il n'y en a pas. L'intérieur du temple est totalement brut, simplement taillé dans la falaise pour créer cette sculpture géante. Le monument de Chasneh, inscrit depuis 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été taillé il y a 2800 ans, nous dit-on, et mesure près de 30 mètres de large pour 40 mètres de haut. Petra, ce sont bien évidemment d'autres temples que celui qui en fait la renommée et qui sont chacun des merveilles d'architecture et d'ingénierie. Par exemple, le Deir, 45 mètres de large pour 42 mètres de haut, à près d'1 heure de marche du centre de Petra. Son nom vient des chrétiens du IVe siècle qui l'ont réutilisé comme monastère, El Deir signifiant monastère en arabe. Il y a aussi le temple de Qasr al-Bint, plus modeste, avec seulement, pour lui, 23 mètres de haut. Mais Petra, dit-on, fut aussi à son apogée une cité de 30 000 personnes dont la superficie avoisinait les 60 km², soit l'équivalent de Manhattan, rien que ça. Nous retrouvons des traces de vie de la cité, avec notamment le théâtre, appelé théâtre romain, pouvant accueillir entre 5 et 9 000 personnes. Et ce n'est pas tout. Nous sommes entre Rome, la Grèce et l'Égypte, avec des restes de temples absolument sublimes. Compte tenu du climat qui règne dans cette région du monde, on peut légitimement se poser la question de qui a vraiment construit Petra et quand. Ici, nous ne sommes pas en Égypte antique, terre fertile vivant au rythme des crues du Nil. Nous sommes en plein désert, tout du moins si nous considérons une chronologie et donc un climat entre guillemets moderne. À l'origine, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Petra était la cité des Nabatéens, peuple nomade, marchand d'épices allant de la Chine jusqu'à l'Égypte en passant par l'Inde. Ces nomades ont permis un développement sans pareil aux Nabatéens. Pline l'Ancien, d'ailleurs, les appellera la race la plus riche du monde. Si riche que seulement 300 ans plus tard, Petra sera décrite comme une cité prospère qui rayonne sur tout le Moyen-Orient, à tel point que l'on trouve même des réalisations aux traits similaires de ceux de Petra au cœur du désert d'Arabie Saoudite. Comment est-on passé d'un groupe de nomades vivant dans des tentes à une hiérarchie sociale bien définie, ancrée et en plein essor, ayant été capable de construire Petra, si tant est que ce soit eux qui l'aient fait? En effet, on se demandera toujours, que ce soit à Petra ou dans la péninsule arabique, comment les populations étaient capables de vivre et de se sustenter suffisamment en eau.
Ce problème de l'eau trouve peut-être sa réponse dans le temple de la ville dont il ne reste aujourd'hui presque plus que 100 piliers plus ou moins en bonne forme. Ce problème de l'eau trouve peut-être sa réponse dans le temple de la ville dont il ne reste aujourd'hui presque plus que 100 piliers en plus ou moins bon état. Le dallage de ce temple, enfin, ce qu'il y a sous le dallage pour être plus précis, a été analysé grâce à un radar envoyant des ondes radio dans le sous-sol. Suivant la composition de ce sol, plaine, creuse ou changement de densité suite à des changements de roche, les ondes circulent à des vitesses différentes. Les résultats de ces mesures sont sans appel. Sous le temple, nous trouvons un réseau de canalisation qui s'étend au-delà du temple. Est-ce le système hydraulique tant recherché qui aurait permis à toutes ces peuplades de vivre dans un climat si aride et hostile? Peut-être. Le seul problème est que quand bien même nous serions capables de la canaliser et de la distribuer, l'eau doit avant tout être présente et se trouver dans les environs de Petra, ce qui n'est pas vraiment le fort de la ville, de la Jordanie et plus généralement de la péninsule arabique. Est-ce que Petra serait en fait issue d'un temps, d'un monde plus ancien, lors duquel le climat n'était pas encore celui que connaît cette région du monde? Pas nécessairement. En effet, à Petra, nous sommes face à un système de tuyaux qui rivalise avec la connaissance moderne. Nous savons qu'à 8 km de Petra, à l'est, se trouve une grande source d'eau située à Ain Moussa. Les Nabatéens étaient-ils avancés au point d'amener l'eau à travers le désert depuis Ain Moussa? C'est en tout cas ce que laissent penser ces marques qui révèlent des dizaines de milliers de parties composant des tuyaux en céramique. La céramique n'est probablement pas le matériau le plus propice à un transport d'eau hermétique, sauf si l'eau circule assez rapidement pour que sa vélocité empêche la fuite et que le projet devienne alors viable. Mais comment savoir si les Nabatéens ont été attentifs à cela? C'est la question qu'ont étudié des ingénieurs hydrauliques américains. Ils ont déterminé suite à leurs études qu'il faudrait une pente de 4 degrés pour que la circulation de l'eau ait été possible de Ain Moussa jusqu'à Petra. Avec cet angle de 4 degrés, l'eau n'est ni trop lente, qui fuirait, ni trop rapide, qui créerait des tourbillons empêchant son écoulement. Eh bien, figurez-vous que nous retrouvons ce même angle de 4 degrés dans les canalisations de Petra. Une découverte formidable qui prouve que les anciens avaient des connaissances d'ingénierie poussées. En tout cas, ces connaissances leur ont permis de construire près de 200 km de canalisation pour acheminer l'eau, provenant de non pas une source, mais 8 sources différentes. Bien que cela rende le transport de l'eau possible pour irriguer une ville dans le désert, ces connaissances pourraient aussi, et à nouveau, nous faire soulever la question de qui étaient vraiment les premiers habitants de Petra. Une civilisation plus ancienne et plus avancée? Lorsque l'on observe le temple de Chazné, nous pouvons voir quelque chose qui lui est bien singulier et que l'on ne retrouve pas ailleurs sur le temple d'Elder, par exemple, ou Kasralbint. Ce sont des encoches en forme de carré présentes sur toute la hauteur du temple. Certains disent que ce sont des marques d'échafaudage. Si tel était le cas, nous devrions en retrouver sur les autres monuments. Or, ce n'est pas le cas. D'autres disent que ce sont des trous ayant permis de monter sur la paroi, car, en vertu de son nom, des pilleurs voulaient inspecter tous les recoins du site pour en découvrir son trésor. Dans les deux cas, on se gaussera bien de la simplicité avec laquelle nous imaginons nos ancêtres antiques. D'autant que pour la théorie des échafaudages, il n'y avait pas d'arbres dans la région pour pouvoir les construire et les assembler. Bien que les écritures apposées aient été extrêmement rares, les temples se sont avérés être des tombes suite à la traduction d'inscriptions en araméen comme celle qui suit.
Ajoutez à cela que nous retrouvons près de 800 tombes à taille humaine dans toute la cité de Pétra. Mais est-on si sûr que temples, tombes et écritures soient issus de la même époque ? Concernant l'écriture en araméen décrivant la zone comme une tombe, il semblerait que la zone initialement taillée ait été réutilisée pour y apposer ce texte. En effet, lorsque l'on regarde l'ensemble des autres temples, nous ne retrouvons rien de similaire. Serait-il possible que les peuples de la fin de l'Antiquité aient trouvé Pétra, entre guillemets ? Lorsque l'on regarde plus en détail les tombes, nous nous rendons compte que l'effort et la précision de taille de ces dernières ne sont pas au niveau des efforts et précisions mis en œuvre pour l'intégralité des restes de temples et leurs sublimes façades. Peut-on croire que les tailleurs de Pétra aient concentré tous leurs efforts pour aboutir à un résultat si beau, avant d'ensuite négliger la tombe des futurs défunts ? Cela semble peu logique. Est-il possible que ces tombes aient été taillées bien plus tard que les temples eux-mêmes ? Si l'on respecte la logique dominante funéraire, nous sommes à Pétra face à des rites sépulcrales qui diffèrent de ce que l'on en attend généralement. En effet, les traditions funéraires ont pour habitude de prendre soin des défunts dans des zones éloignées de celles habitées et occupées au quotidien. Ici à Pétra, c'est l'inverse. Si tout ce que nous avons sous les yeux sont des tombes, alors la vie dans l'au-delà se mêle de concert avec celle sur Terre. C'est un peu comme ce que nous retrouvons aujourd'hui encore dans la culture Toraja en Sulawesi, qui conservent, momifient et même habillent leurs défunts au sein même de leurs habitations pendant plusieurs jours après le décès. En Sulawesi, 12e plus grande île du monde, nous retrouvons aussi des espèces de grottes troglodytes, mais dont les profondeurs et finitions sont moins soignées qu'à Pétra. Elles y sont d'ailleurs en nombre bien plus réduit, car à Pétra, ce sont près de 800 supposées tombes que l'on est capable de recenser aujourd'hui. Pour en savoir un peu plus sur les techniques employées pour construire tout cela, Thomas Paradise, de l'Université de l'Arkansas, a tenté une expérience grandeur nature sur un site calcaire évidemment autre que celui de Pétra, qui est, comme je le disais auparavant, protégé en étant répertorié au patrimoine mondial de l'UNESCO. Afin de savoir quels sont les outils à utiliser, quels sont les outils qui ont été utilisés dans le passé, son équipe se base sur les traces trouvées in situ. Il y a du burin à 3 têtes, du burin à tête plate et du burin en pointe. Si parmi vous il y a des tailleurs de pierre et que j'ai malencontreusement utilisé des termes qui ne sont pas adéquats, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais gardons à l'esprit ici que ces traces sont retrouvées sur les tombes, mais pas sur les façades des édifices gigantesques de Pétra. Après s'être mis au travail, les premiers tests s'avèrent beaucoup trop lents et l'équipe s'en remet à des outils électriques pour pouvoir avancer plus sereinement. Avant d'aller plus loin dans l'expérience, l'équipe analyse le style architectural des Nabatéens pour en extraire son essence unique. Cette essence, on la retrouve dans ces triptyques de forme au sommet de Khazné. Le choix de l'équipe de Thomas Paradise portera finalement sur un modèle que l'on retrouve en près de 500 exemplaires à Pétra. Bien que typique des Nabatéens, nous retrouvons là un délicat mélange. Une entrée grecque, des piliers nabatéens, une corniche égyptienne et l'escalier ascendant vers les cieux que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations de la Mésopotamie à l'Égypte, avec notamment ces mégalithes présents sur le site d'Abou Sir.
En comparant les 500 exemplaires de Petra, Paradise se rend compte que les escaliers au symbole si fort ne sont pas toujours identiques. Certains se rejoignent à la base, d'autres descendent jusqu'au sommet de la corniche. Y a-t-il là une raison symbolique? Pas forcément. En entamant les plans et schémas de taille, l'équipe respectant la taille des marches de Petra s'aperçoit que suivant la largeur du bloc dans lequel l'œuvre sera taillée, les escaliers finiront par se toucher ou pas. Un roc plus large les écarte de manière à ce qu'ils ne se rejoignent pas. Un roc moins large, les escaliers se rejoignent. Une interrogation subsiste encore concernant la réalisation de ces édifices. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'absence d'arbres invalide l'hypothèse des échafaudages. Il existe une tombe inachevée à Petra qui viendrait expliquer comment le tout a été possible, et ce, sans échafaudage. Et si la taille se déroulait de haut en bas? C'est ce que l'équipe de Paradise a tenté et réussi grâce à un astucieux système de plateforme amovible qui disparaît à mesure que la roche est taillée. Mieux encore, les débris issus de la taille forment peu à peu un amas si volumineux qu'il sera ensuite utilisé comme plateforme. Il reste cependant une petite question que l'on peut se poser. Des tombes inachevées, tout au moins des réalisations inachevées, cela rappelle l'obélisque d'Assouan ou encore les moailles de l'île de Pâques. Nous en revenons encore à cette question qui vous titille peut-être. Est-ce que Petra date d'une époque contemporaine aux réalisations égyptiennes et celles de l'île de Pâques? Il est difficile de répondre de manière sûre à cette question, mais bien que légères, des similitudes sont là, similitudes qui, une fois de plus, transforment les beautés merveilleuses de notre passé antique en mystère éternel.